Le coucou. Le général Bramble me pria de venir passer les fêtes de Noël à la campagne. Je n'invite cette année que mon beau-frère, Lord Tulloch, et ma belle-sœur. Ce ne sera donc pas bien gai, et je m'en excuse, mais si vous ne craignez ni la solitude, ni l'hiver anglais, nous serons heureux de vous recevoir et de parler du bon vieux temps. Je savais que mes amis avaient eu au cours de l'année le chagrin de perdre une fille de 18 ans qui s'était tuée en tombant de cheval pendant une chasse à courre. Je les plaignais, je souhaitais les voir. J'acceptais. Lord et Lady Tulloch m'effrayaient un peu, mais dès que je les connus, je fus heureux de leur présence. Le général Bramble peut rester pendant 3 heures au coin du feu, en fumant sa pipe, sans dire un seul mot. Mrs. Bramble brode ou travaille, elle aussi en silence. Lord Tulloch est un bavard et agréable. Il a été ambassadeur en de nombreux pays et, chose étonnante, semble les avoir vus. Sa femme est d'une laideur pleine de grâce et aussi pauvrement habillée qu'il convient. Le visage de Mrs. Bramble était sillonné par les larmes, mais elle ne me parla pas de son deuil. Le premier soir seulement, quand je montai me coucher, elle s'arrêta un instant devant la chambre qui précédait la mienne, me dit « C'était sa chambre » et détourna la tête. La veille de Noël, nous passâmes la soirée dans la bibliothèque. Un feu de bûche brûlait très haut dans la cheminée. La vaste pièce n'était éclairée que par des bougies au clair de lune. On apercevait à travers les petits carreaux, qu'encadraient des lames de plomb, le jardin blanc sur lequel la neige descendait en vol plané. Le général fumait sa pipe. Mrs. Bramble travaillait. Lord Tulloch parla de la nuit de Noël. Il y a 50 ans, dit-il, dans mon comté, beaucoup de vieux paysans croyaient encore que pendant cette nuit, les animaux parlent comme les hommes. Je me souviens d'avoir entendu raconter par ma nurse l'histoire d'un valet de ferme qui, incrédule, s'était caché dans l'étable pour vérifier la légende. Au moment où sonna le premier coup de minuit, un des chevaux tourna la tête vers l'autre. « Nous aurons du travail dans 8 jours, dit-il. « Oui, répondit l'autre. Ce domestique est lourd. Il est lourd, reprit le premier, et la côte qui monte au cimetière est dure. 8 jours plus tard, ce valet mourut. Ouh, dit le général. Est-ce que votre nourrice avait réellement connu cet homme? Très bien. C'était son frère, dit Lord Tulloch. Il resta quelque temps silencieux. Je regardais les hautes flammes qui claquaient dans l'âtre comme les drapeaux dans la tempête. Le général ne bougeait pas. L'aiguille de Mrs. Bramble dessinait sur le canevas de longues pointes de couleurs vives. En Suède, reprit enfin Lord Tulloch, j'ai souvent vu les paysans de Dalecarli préparer le souper des revenants. Là, pendant la nuit de Noël, les morts reviennent dans les maisons où ils ont passé leur vie. Avant de se séparer, les gens de la ferme allument un grand feu, des chandelles fraîches, mettent sur la table du linge bien blanc, essuient les chaises et laissent la place aux ombres. Le lendemain matin, on retrouve sur le sol un peu de terre. Des vers ont été déplacés et une odeur étrange flotte dans l'air. Ouh, dit doucement le général. Il me sembla que Lord Tulloch manquait de tact. Je regardai Mrs. Bramble, elle paraissait paisible, mais je voulus changer le sujet de la conversation. Pour moi, dis-je,
Mon idée de la veille de Noël serait plutôt celle de Shakespeare. Vous vous souvenez? And then they say no spirit dare stir abroad. The nights are wholesome. Then no planes strike, no fairy takes, nor witch has power to charm. Nous savons, nous, que là-dessus, Shakespeare a tort, dit avec un grand sérieux Lady Tulloch. Edward, dear, voudriez-vous raconter notre aventure de Tulloch Castle? Je serais très heureux de l'entendre, dis-je. Well, dit Lord Tulloch, il y a exactement 5 ans, le soir de Noël 1920, comme j'avais un peu mal à la tête et qu'il faisait un beau froid sec, je voulus vers minuit faire quelques pas au grand air et je sortis de la maison. Devant la grille du parc, je pris la petite route qui est bordée par des haies assez hautes et qui, ce soir-là, était bien éclairée par une lune fort brillante et un ciel étoilé. Après avoir marché environ un demi-mille, j'aperçus de loin, sur le givre blanc, une trace noirâtre qui traversait la route. En approchant, je vis avec surprise que c'était du sang. Cherchant d'où venait ce mince ruisseau, je trouvai que la haie en cet endroit formait comme un angle rentrant, et que dans cet abri, un corps était couché, immobile. Je m'approchai, c'était un cadavre. Je revins à la maison en courant, et j'appelai les domestiques. J'envoyai les uns prévenir la police, et j'ordonnai aux autres de prendre des torches et de me suivre. Nous reprîmes la même route, et nous marchâmes longtemps, trop longtemps, me sembla-t-il, mais on ne voyait rien, et je cherchais en vain la trace sanglante. Enfin, après 2 milles au moins, je dis « C'est impossible, je n'avais certainement pas été aussi loin, nous avons dû dépasser l'endroit. Revenons, nous revînmes. Voyons, dis-je, il est pourtant facile de retrouver cet endroit, c'est le point où la F forme un angle rentrant. » Aucun des domestiques ne se souvenait d'avoir vu le lieu que je décrivais. Nous suivîmes à nouveau la haie. Aussi loin que nous pûmes aller, nous la trouvâmes parfaitement droite. Lord Tulloch s'arrêta un instant. Au dehors, la neige tombait toujours, avec une implacable lenteur. On n'entendait que le léger crissement du fil de soie dans le canevas et les pétillements du feu. « Vous aviez eu une hallucination ?» demandai-je. Le général tourna la tête vers moi, mais resta silencieux. « Je le crus longtemps, » dit Lord Tulloch, car j'interrogeai en vain la police, les passants, les voisins. Aucun crime n'avait été commis cette nuit-là sur la route de Tulloch. Aucun accident n'était arrivé. 4 ans se passèrent. Et j'avais admis depuis longtemps que ce soir-là, un court moment de folie avait troublé mes sens. Quand je reçus d'un de nos amis archéologues de profession une lettre qui me fit grand plaisir. « Cher Lord Tulloch, me disait-il, ce matin, au cours des recherches que je poursuis au British Museum, j'ai découvert un fait curieux qui est évidemment lié à une étrange histoire que vous aviez contée la dernière fois que j'ai eu le plaisir de passer chez vous un week-end. Ayant à dépouiller pour mes recherches de vieux journaux de votre comté, j'ai lu que le 24 décembre 1820, à 600 yards de Tulloch Castle, Sir John Lacy, gentilhomme catholique, qui se rendait seul à la messe de minuit, fut assailli par des bandits de grand chemin. Ces malfaiteurs s'étaient cachés pour guetter les passants derrière la haie qui, en ce temps-là, formait de place en place un angle rentrant. Ce fut là aussi qu'ils cachèrent le corps, après avoir dépouillé leur victime. À la suite de cette affaire, le lieutenant du comté
ordonna la suppression de ces angles. C'est depuis le temps que la haie qui borde la route est droite. J'aurais voulu, dit Lady Dedlock, que vous puissiez voir la joie d'Edward quand il me lut cette lettre. Cela se comprend, dit gravement le général. Oui, dit Mrs. Bramble avec sympathie. Cela se comprend. Je les regardai tous avec étonnement. Pourquoi? Dis-je. Vous croyez que le mort était revenu là pour le centenaire de son assassinat? Est-ce que vous ne le croyez pas? Demanda Lord Dedlock, inquiet. Le général et Mrs. Bramble me regardaient d'un air si réprobateur que je me tus. Alors je songeai que sans doute les histoires d'animaux parlants et le repas des revenants trouvaient elles aussi un abri dans ces âmes accueillantes. Je me levai et demandai la permission d'aller me coucher. Dans ma chambre brûlait un grand feu de sapin. L'air était chargé d'une fumée transparente. On devinait au dehors, sur les fenêtres, à l'ouate molle de la neige. Quand ma bougie fut éteinte, des flammes dansantes animèrent seul un brouillard tiède et lumineux. J'avais si chaud que je ne pouvais dormir. Je pensais à d'étranges histoires. Bientôt, dans la chambre voisine, un coucou sonna à minuit. J'étais fatigué, un peu nerveux, mais en même temps, il me semblait que cette insomnie était agréable. C'est un peu comme si une présence mystérieuse, implacable, avait apporté dans ma chambre un air d'intimité et de tendresse. J'entendis le coucou sonner toutes les heures jusqu'à l'aube, où je m'endormis enfin. Quand je descendis le lendemain matin pour le breakfast, un peu en retard, Mrs. Bramble, qui était déjà devant la table chargée de haddock, de porridge, de marmelade, dans la grande salle à manger au panneau de chêne brut, me demanda comment j'avais passé la nuit. Pour être tout à fait franc, dis-je, j'ai peu dormi. Mais cela n'était pas désagréable, et le coucou m'a tenu compagnie. Comment? Dit le général brusquement. Vous avez entendu un coucou? Vous comprenez, Edith? Dit-il avec force, en se tournant vers sa femme. Mais oui, dis-je, surpris par le ton sur lequel il avait prononcé cette la plus longue que j'eusse jamais entendue sortir de sa bouche. Alors je vis que Mrs. Bramble me regardait avec une attention émue, les yeux pleins de larmes. « Je dois vous expliquer, dit-elle. Dans la chambre voisine de la vôtre, il y a en effet un coucou. Ma fille, qui l'avait reçu en présent, alors qu'elle était tout enfant, avait continué à l'aimer beaucoup et le remonter elle-même chaque soir. Depuis la mort de notre chérie, personne n'a touché à son coucou. Personne n'y touchera plus jamais. De sorte que nous le croyions désormais éternellement silencieux. Mais hier soir, voyez-vous, cher monsieur, hier soir, c'était la nuit de Noël.